Trim tabs. Three tabs is two ready to go. Flaps. Full. Engine instruments. Engine instruments. Ayoubom, bonjour à tous, Échappée Belle prend son envol et moi aussi par la même occasion. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau voyage. Alors si je vous dis que nous venons de quitter les côtes ouest d'un très beau pays baigné par l'océan Indien, si je rajoute que nous allons rejoindre les rives est, un petit peu plus sauvages, avant de retrouver les terres restées longtemps inaccessibles du nord avec Jaffna, vous aurez peut-être deviné que nous allons visiter ensemble l'ancien Ceylan, le magnifique Sri Lanka. Sophie ne le sait pas encore, mais le pays qu'elle visite aujourd'hui va lui ouvrir son cœur. T'as vu, c'est toi? Hello, welcome. Nice to meet you. Welcome. Comment vas-tu? Allez, je t'embrasse. Un vent nouveau souffle sur le Sri Lanka. Un vent qui apporte de bons changements. Avant, il n'y avait pas de boutique ici. On ne se demande jamais nos origines quand on se rencontre. C'est une bonne chose. Une immersion pour perdre tous ses repères. Ah, te voilà ma belle. C'est une bonne offrande à notre Dieu. Le mariage, c'est comme si on offrait notre fille à la famille de son mari. C'est chez Sandrine, une Française qui gère plusieurs chambres d'hôtes à Batticaloa, que Sophie va poser sa valise. Sandrine? Bonjour. Bienvenue. Bah merci. On s'embrasse à la française, hein. Allez. Ça va? Ça va très bien et toi? C'était le voyage? Très bien, j'ai un petit peu chaud, faut que je m'acclimate. Ok. Je viens d'arriver, mais tout va Tu bien. veux poser tes sacs? Ouais, tu veux Allez. bien? Et en tout cas, je me disais que tu étais bien placée aussi ici, Ouais. parce que tu as vraiment presque les pieds dans l'eau, là, au bord de la plage. Viens voir, je te montre. Allez. T'entends la musique là? C'est pour moi, c'est un comité d'accueil? C'est 5 jours que ça dure le comité d'accueil. Sérieusement, c'est quoi? Et ben en fait, on a un temple juste derrière et c'est le festival en ce moment. C'est la fête. Très bien. Tu verras, tu auras le réveil matin gratuit demain matin. On peut dormir grâce à toi chez l'habitant, et puis on peut rencontrer vraiment les locaux et partager des tranches de vie avec eux. Hein. Ouais, ici dans le village, on a 6 familles en fait qui donnent des chambres chez l'habitant. On en a 9 au total. Et puis aussi des familles qui font des cours de cuisine, les pêcheurs qui font des cours de pêche. On va visiter des villages, on va au marché aux poissons, on va voir les artisans, on va à vélo. Voilà quoi, on fait des choses avec les gens, effectivement. Alors cette côte-là, j'avais envie de la découvrir aussi parce que pour moi, c'est une côte très sauvage, l'est du Sri Lanka. C'est très sauvage et tu vois, il y a encore des restes du tsunami ici. Qui date de 2004, hein, 2004, c'est ça. Par exemple, tu vois cette maison-là, elle était en ruine pendant presque 10 ans, personne n'habitait là et après il y a des gens qui sont revenus. La vie a repris son cours. Oui, puis maintenant on a un nouveau gouvernement aussi, donc les choses vont de l'avant. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, ici, alors? Tomber amoureuse du pays, des gens, la simplicité de la vie aussi. Et puis, on est quand même dans des endroits naturels magnifiques. Qui fait qu'on a envie de rester? Qui fait qu'on a envie de rester, voilà. Bah là, on a un héritage de la présence anglaise, hein, il y a quelques années de cela. Ouais. Ils jouent au cricket? Les petits gars du coin qui jouent au cricket. Waouh, ils sont forts, hein. Ouais. Alors, me demande pas les règles du cricket, moi je n'y comprends rien. Bah écoute, on va leur demander à eux. Tiens, je vais demander à Superman. Salut Superman. Salut. Moi c'est Sophie. What's your name? Divikan. Divigan? Divigan. Divigan, can you explain me the rules? Alors, là, tu vois, c'est une ligne 6 par 4. Et là, c'est une autre ligne 6 par 4. Tu as besoin d'une batte, d'une balle, un gardien et tu es prête. Et ben voilà, c'est tout simple. Hein? Vas-y, tu peux me montrer? Ok. Oula.
Eh oui, excusez-moi. Vas-y. Ah oui, mais non, ça c'est traître. Hein. Hé, c'est qui la patronne? C'est pas moi. Et du coup, quel rapport les Sri Lankais entretiennent-ils avec la mer? Il leur a beaucoup pris, mais en même temps, c'est leur gagne-pain. C'est leur mode de vie, ils sont nés ici, c'est leur métier. Donc, quoi qu'il arrive, tu regardes cet environnement, regarde, c'est beau. C'est tout simplement beau. Je pense que c'est des gens qui sont patients, souriants, qui sont beaucoup moins individualistes, beaucoup plus famille, beaucoup plus relations que nous, on peut l'être dans les sociétés plus occidentales, en fait. C'est des sociétés beaucoup plus traditionnelles. On est mieux pieds nus. Allez, bienvenue à la maison. Merci. Voilà. Donc, je prends ton sac. On va le mettre dans la chambre. OK. Voilà, donc tu vois, ici, on a un petit hall. Alors, ici, donc une petite cuisine, si tu veux faire un petit thé le matin, tout ça. Parfait. Ici. Voilà. Ah, mais je vais très bien, moi, ici. Allez, je te pose ton sac Merci, ici. c'est adorable. Tu lui as donné un petit nom à cette maison? Elle s'appelle Sandy Feet Homestay. Sandy Feet, ça veut dire les pieds sableux, avec du sable. Voilà. Jusqu'à son indépendance en 1948, le Sri Lanka a vécu à l'heure anglaise. Aujourd'hui, les traces de l'ancienne puissance coloniale sont encore bien visibles. Dans le centre du pays, une ville est même surnommée Petite Angleterre. Pour les Sri Lankais, Nuwara-Eliya, 1800 mètres d'altitude, est un lieu de villégiature particulièrement prisé. On vient y goûter un climat britannique. Le port du bonnet y est particulièrement recommandé. C'est le seul endroit du pays où le temps soutient la comparaison avec la Grande-Bretagne. Mais la météo n'est pas le seul détail à donner à la ville un petit air d'Angleterre. Ces parcours de golf ont été fondés en 1889. C'était le premier golf à être créé en Asie. C'était il y a 127 ans. Les planteurs de thé anglais installés aux alentours ont recréé un mode de vie so british. C'est tellement calme. Il n'y a pas de stress. Personnellement, j'adore cet endroit, c'est tellement joli. Si vous regardez certaines maisons autour d'ici, l'architecture est vraiment anglaise. Les Anglais avaient véritablement recréé un petit morceau de Yorkshire en Asie. Rien ne manquait, même pas l'hippodrome construit sur plusieurs dizaines d'hectares, en plein cœur de la ville. Lui, c'est Zulu Fantasy. Il a 5 ans. Il va courir sa première course en octobre. En 1875, la piste accueillait sa première compétition. Et pendant des décennies, le sol a vibré au son des sabots des chevaux et des cris des spectateurs. Tu lui as donné un peu d'avoine? Au Sri Lanka, la course hippique était très populaire. C'était un vrai sport. On m'a raconté qu'il y a 50 ou 60 ans, des chevaux venaient spécialement d'Angleterre pour participer à des courses et s'entraîner. Des gens de partout dans le monde venaient. Des jockeys venaient d'Australie pour courir et s'entraîner. D'autres venaient d'Angleterre. L'institution a pourtant failli disparaître. Ces dernières années, il n'y avait plus qu'une course par an. Mais un groupe d'investisseurs l'a rachetée. Aujourd'hui, ils organisent presque une course par mois. Une aubaine pour tout un tas de jockeys qui avaient dû prendre la route de l'exil vers l'Inde ou les pays du Golfe.
Passe-moi de l'école. Dans ma famille, mon père est jockey. Mon grand frère est jockey. Mon petit frère aussi. Toute ma famille est jockey. Avant, on devait aller à l'étranger pour gagner notre vie. Maintenant, plus besoin de faire ça. L'hippodrome nous paye bien, on a des commissions et tout. Beaucoup des gars qui bossent à l'étranger sont intéressés à l'idée de revenir travailler ici. Ils seront bien payés maintenant. D'ici 1 ou 2 ans, ils vont revenir. Le soir aussi, Nouara et Elias se mettent à l'heure anglaise. Bonsoir, sir. Bienvenue au Hill Club pour un charmant dîner. Mais avant tout, selon le règlement du club, vous devez porter une veste et une cravate. Alors, suivez-moi au vestiaire. Le Hill Club a ouvert ses portes en 1876. Il n'a jamais fermé depuis. Premièrement, vous devez mettre votre veste et votre cravate. La visite peut commencer. Déambuler dans ces salons, c'est comme faire un voyage dans le temps. En 1954, la reine Elisabeth II était ici, au Hill Club. Elle était jeune. Et voici le bar mixte. Entrez, je vous en prie. Voici des membres du Hill Club. Ce club en particulier est très important pour la simple raison qu'il conserve la tradition des anciens planteurs anglais qui ont vécu ici. Si nous venons ici, c'est pour nous glisser dans l'histoire et voir comment c'était dans le passé. Et on est sûr qu'ici, les traditions sont bien maintenues. C'est pour ça que nous aimons ce club. Je ne pense pas que ce soit anachronique. Porter une veste et une cravate donne un côté sophistiqué et dit beaucoup de votre étiquette sociale et de la façon dont vous appréciez votre nourriture. Je pense que mieux vous êtes habillé, plus vous montrez votre amour de la nourriture. Tout n'est pas immuable. En 1967, le Hill Club a fait sa révolution. Il a enfin autorisé les mélanges. Les femmes et les Sri Lankais ont pu devenir membres. Aujourd'hui, ces derniers représentent d'ailleurs la moitié des 750 adhérents. C'est parti. Hop, en voiture, enfin en tuk-tuk. Et donc, ce qui est sympa avec ce tuk-tuk, c'est contact électrique ici pour le démarrer, mais ça marche pas. Mais non, ça sera trop simple. Et voilà, et du coup, il faut faire des abdos. T'hésites pas si je peux t'aider. Hein. Ah, ben voilà. Allez, tu vois, et nous, on a une chambre chez l'habitant qui est juste là-bas, là. On en a 6. 6 familles qui... Et comment les locaux étaient prêts à jouer le jeu? Ils étaient... Il y avait des gens qui étaient déjà, si tu veux, dans donner des chambres, mais qui avaient besoin d'un petit peu plus d'encouragement, un petit peu plus de formation, qui n'avaient pas forcément beaucoup de business non plus. Donc, en les aidant un petit peu, on va tourner là. Et en fait, c'est là où les gens apprennent à conduire à Valticalo. Et donc moi, je vais apprendre à conduire un tuk-tuk. Eh ben, ouais, si tu veux. Ah ouais, on peut faire bien. Ça. Allez, on s'arrête, je te donne le volant. Leçon de conduite de tuk-tuk. T'es prête? Bah bien sûr, je t'écoute. Alors, 3 choses. Le frein. Très bien. L'accélérateur. Ouais. Les vitesses. Allez, on y va. C'est parti, je lâche. Ah bah non. Alors là... Ouais. Allez. Ok. Allez. Voilà. C'est parti. Kiki. Oh punaise, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. L'accélérateur. Bon. Voilà, poussez-vous. Ah mais ça a l'air simple comme ça, mais... Ouais. Mais c'est pas si simple. Tiens, poussez-vous un petit peu les gars. Et on voit beaucoup de femmes au volant d'un tuk-tuk? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez limité, ouais. Un métier d'homme.
Là, on est majorité hindouiste dans cette région? Oui, oui, oui. Ici, bon, toutes les religions sont représentées, mais quand même avec une majorité de Tamouls hindous. Quelques chrétiens? Oui, des chrétiens, différentes églises en fait, on va dire. Bon, la cohabitation, c'est pas toujours bien passé, hein? Ah ben, on a 30 ans de guerre derrière nous, donc il y a encore du travail, beaucoup de travail de réconciliation à faire. Mais bon, c'est le quotidien, c'est de faire des choses en commun avec les gens des différentes communautés et qui passent un bon moment ensemble. Ça fait partie des expériences qui peuvent changer un petit peu. Là, j'en ai calé des noms d'émotions. Tu vois, c'était la fin de la route. Ah mais très bien. C'est à toi de reprendre le volant alors. On va où maintenant? Eh bien écoute, maintenant, on va aller acheter un petit poisson. Après, on va aller voir peut-être Aïcha pour qu'elle me cuisine tout ça. Et voilà, on arrive à notre destination. Il y a des belles vagues aujourd'hui. Allez. On peut avoir peut-être 1 kilo de thon? Oui, 700 roupies. 700 roupies. Ok, tu prends 1 kilo? Ouais, vas-y. Ouais, allez. Ok pour 1 kilo de thon. Vous pouvez le couper? Je suis toujours un peu déstabilisée parce qu'en fait, pour dire oui, en fait, ils disent non. Voilà, donc ça. En fait, ça, c'est oui, en fait. C'est ça, c'est Je vais prendre du thon. Ok. D'accord. Ça marche. Combien il fait? Eh ben 1 kilo. Pile 1 kilo, c'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. C'est cool. Ok. Ok, super. Merci. 700 roupies, ça fait combien à peu près en euros? Oh, ça fait entre 4 et 5. Très bien, on vient d'acheter 1 kilo de thon à 4 euros, 4,50 €. Très bien. Allez, on va aller le cuisiner ce poisson maintenant. Elle habite loin, ton amie Aïcha? Oh, à quelques kilomètres d'ici. C'est parti. Hop là. Allez. Aïcha. Welcome. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour. C'est Sophie. Tenez, c'est moi qui ai le poisson. Me. Thank you. Salut. Salut. Welcome. Thank you. Salam alaikum. Je vais cuisiner ce poisson façon pimentée, au curry et lait de coco. Je voulais te présenter à Kingsley, c'est un de nos guides. Ouais. Donc il nous aide beaucoup dans les villages, avec les gens avec lesquels on travaille, comme Aïcha. Je travaille avec nous depuis 2 ans à peu près. Et ça se passe bien. C'est sûr, j'espère en tout cas. Est-ce que ça se passe bien avec Sandrine? Oui, je suis très heureux de travailler avec elle. Elle a donné une bonne opportunité à notre communauté. C'est en général compliqué de bien se faire comprendre par la communauté qui ne sait pas toujours ce que l'on fait, comme le secteur du tourisme, ce genre d'activités, les excursions, comme ici les ateliers cuisine. Tu sais, ce n'est pas facile de les convaincre d'ouvrir leur maison. Ça sent bon, hein? Moi, je suis contente de pouvoir partager ma cuisine. Ça me fait plaisir. Et dis-moi, c'est une histoire de filles ou les garçons aussi cuisinent parfois? C'est un domaine traditionnellement féminin. Ici, l'homme doit aller au travail. La femme doit être à la cuisine et s'occuper de la maison comme une bonne femme au foyer. Ah oui, c'est avec tous les cours de cuisine qu'il a gérés quand même, c'est pas faire à manger celui-là. Hein? C'est prêt. Une très très bonne idée de faire des rencontres chez l'habitant pour apprendre des recettes de cuisine. Ah, c'est bon, hein? Ma fille adore ce plat.
On trouve sa silhouette élancée sur toutes les plages. Le cocotier, c'est la star de l'île. Avec le thé, la noix de coco est l'une des principales productions agricoles du pays. 3 milliards de noix sont récoltées chaque année. Chaque Sri Lankais en consommerait 90 par an. À 40 ans passés, Sarad continue de grimper aux arbres. À main nue, les pieds reliés par une cordelette pour adhérer au tronc, il se hisse régulièrement à plus de 10 mètres du sol. C'est un peu comme si on prenait la mer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si je tombe, c'est fini. C'est un travail peu qualifié qui rapporte environ 1 € pour une trentaine de cocos récoltés. Les cueilleurs récoltent des cocos immatures. Le fruit est jaune ou vert, à peine mûr, mais il est prisé par son eau toujours fraîche, qu'importe la chaleur environnante. Dans la cuisine sri-lankaise, que ce soit en famille ou au restaurant, la coco tient le premier rôle. On lui demande juste d'être un peu plus mature. La coco marron, c'est le même fruit, mais mûr. Il contient alors moins d'eau, mais beaucoup plus de pulpe, source de fibres, de lipides, de magnésium et surtout de beaucoup de plaisir avec son petit goût sucré. On peut cuisiner les légumes avec la coco. On peut aussi cuisiner le riz avec le lait de coco et on peut fabriquer des sauces avec la pulpe. Dans tous les repas, c'est indispensable. Le fruit n'a pas sa place qu'en cuisine. On le trouve aussi dans la salle de bain. Il est prisé pour ses vertus hydratantes, notamment dans le soin des cheveux. C'est alors sous forme d'huile qu'il est utilisé. On trouve ces huileries artisanales dans toutes les villes du littoral. La coco y est chauffée, pressée pour en extraire le précieux nectar. L'huile obtenue résiste très bien à la chaleur, idéale pour cuire et faire frire. L'huile de coco, je l'utilise dans la cuisine. Et aussi pour faire des bougies quand je vais au temple. Les déchets, on les utilise pour les donner aux animaux. Les vaches, les poulets et les chèvres. Moi, je les vends 15 centimes le kilo à des grossistes, qui les revendent, eux, le double aux éleveurs. C'est bien simple, la coco sert à tout. Devant sa boutique, par exemple, cet épicier propose des balais en feuilles de cocotier. Dans son magasin, il vend du miel de cocotier. Et dans un coin, il stocke même les coques de la journée. C'est des noix de coco que j'ai vendues pour leur jus. Quand les clients ont bu, je garde l'écorce, je les coupe en petits morceaux, je les fais sécher et je l'utilise comme du charbon à la place du bois pour la cuisine. Mais pour la palme de l'usage le plus inattendu, il faut se rendre sur la plage de Mateta. Tout commence à 50 cm de profondeur, où l'on récupère les coques coincées sous des cailloux depuis 6 mois. On les met ici pour accélérer leur dégradation. L'eau de mer, ça dégrade plus vite. Le but de cette opération, c'est de pouvoir séparer plus facilement la coque dure de la partie la plus tendre. Quelques coups de gourdin plus tard, la coco se transforme en une grosse pelote fibreuse. On traite 5 à 600 coques par jour. C'est le minimum pour vivre. Une fois battues et séparées, les fibres sont enfin prêtes à subir leur ultime transformation. Je prends ces 2 brins. Là, j'en ai 2. Et je fais ça. Comme ça. La corde se forme. Après les avoir roulés, on les vend. On les utilise pour faire des clôtures dans les jardins.
La fibre de coco a la propriété d'être imputrescible. Ces cordes sont très solides. Regardez, on peut les garder pendant 2 ans. On accroche même les balançoires des enfants avec. La fibre de coco est aussi utilisée dans le rembourrage des canapés, des coussins, et c'est même devenu un revêtement de sol à la mode pour un intérieur un peu bohème. La coco mérite sans aucun doute son surnom de fruit de l'arbre aux 99 usages. On se fait une petite étape là, c'est une usine de métier à tisser à la main. C'est ici qu'a été fait mon pantalon. T'as vu le pantalon que j'ai? Je te montre. Allez. Oh, oh, oh. T'as tapé. J'ai bien tapé. Là tu vois Sophie, ici on fait donc des sarongs. Ouais. Hein, c'est l'habit des hommes. Des saris, des grands habits des femmes. Et puis après des châles, tu vois, comme la jeune femme qu'elle a là. Quel boulot. Ouais, cette entreprise, donc elle emploie à peu près 120 personnes ici dans le village. Hein, donc c'est pas rien. Pourquoi c'est important pour toi de montrer cet endroit aux visiteurs? Pour nous, c'était naturel quand ils ont ouvert leur usine ici de pouvoir la faire visiter. Comme ça, les gens voient comment c'est fait, le temps que ça met à être fait, c'est important. Tu vois, dans la journée, elle va faire 5 à 6 mètres de tissu. Donc c'est beaucoup de travail quand même. Et après, il y a toute la finition, il y a la vente, le marketing, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont payées quand on achète un sari. Ama, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 6 ans. Ok, voilà. À ton avis, une dame qui travaille ici, elle gagne à peu près combien par mois? Combien de roupies par mois? 2500 roupies par semaine. D'accord. Ça peut être 20 euros par semaine, 10 à 20 euros par semaine, ça dépend de la productivité, quoi. Allez, donc on va prendre notre petit dîner chez Jody. On s'appelle Dilu Homestay, ici. Allô. Good evening. Je suis Jody. Salut Jody. Moi c'est Sophie. Sophie. Oh, hello. Bienvenue. Merci beaucoup. Yes, come. Hello. Hello. Ah, le mari de Jody. Le maître des lieux. Le maître des Hello. lieux. Welcome, Sophie. Salut. Hello. My brother. Mon frère, et voici ma fille. Ta fille. Oh, oui, il y a un petit air de famille. Vous vous ressemblez toutes les deux. It's my daughter. Mais on se connaît. C'est Kinsley. How are you, Kinsley? Très bien. Oh là là, elle est belle cette table. Asseyons-nous. Waouh, bah dis donc, ça c'est un vrai repas de fête. Tu connais tout ça? Ici, il y a différents currys d'aubergines, de poissons frits, de citrouilles, de haricots verts, de pommes de terre frites, de gombo et du sodi. Vraiment sympa, hein, franchement, cette idée comme ça de repas chez l'habitant. Et puis c'est vraiment un contact privilégié avec les locaux. Hein. C'est ça, on est comme des amis, on arrive, on s'installe. C'est cool. Pourquoi tu trouves, toi, que c'est une bonne idée que des visiteurs de l'extérieur viennent chez toi, comme ça, à la maison? On a des revenus grâce à ça. Ça nous permet de payer le loyer, d'aider les enfants pour les études. Ça nous permet aussi d'avoir de nouveaux contacts extérieurs. Et on apprend plus sur la culture des étrangers qui viennent ici. Mis à part ça, ça nous occupe et ça nous fait plaisir. Ah, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Une dizaine de familles sont venues ici. D'Angleterre, de Thaïlande, d'Écosse, de Hollande, de France et d'Australie. Mes meilleurs souvenirs, c'était avec les gens de France. Ils ont joué aux cartes avec moi, ainsi qu'à des jeux vidéo. J'ai aussi pu visiter des lieux avec eux. C'était bien.
Vous vous donnez des nouvelles entre vous? Oui, j'ai reçu des nouvelles de Français, d'une très gentille famille. C'était très sympathique. Ça vous permet de voyager en rencontrant toutes ces personnes tout en restant autour de votre table. Oh oui, c'est ça. J'en suis très heureuse. Ah, c'est bien. Tant mieux. ಅಣ್ಣನು ತಂಬಿಯು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಡಪ್ಪಂಗುತ್ತು ತಾನೆ Pendant longtemps, le trajet vers le nord du pays était long et périlleux. Mais depuis 2 ans, tout a changé. En gare de Colombo, chaque jour, 5 trains emmènent des milliers de voyageurs vers le nord. La ligne a rouvert en 2014, après 24 ans de sommeil. Une inauguration en grande pompe, synonyme de retour de la paix. Dans le train, des gens originaires du Nord et d'autres qui vont le découvrir pour la première fois. Chez certains, ce voyage est vécu comme un événement. Nous tous, là, nous sommes un groupe de fonctionnaires. Et nous voyageons avec nos familles. Nous venons du sud et nous allons dans le nord. Vu que la paix est revenue, notre comité d'entreprise a organisé sa grande réunion. Là-bas, au nord, à Jaffna. Pendant 30 ans, avec la guerre civile entre l'armée et la guérilla des Tigres tamouls, il était très compliqué de voyager dans le nord. Avant, nous devions louer un véhicule pour aller dans le nord, où nous avons des projets en cours. On dépensait entre 500 et 650 € pour faire l'aller-retour. Aujourd'hui, on paye 3 € le trajet, 1% de ce qu'on payait avant. Le Queen of Jaffna met désormais le nord du pays à 7 heures de la capitale. L'accord de paix de 2009 a transformé le visage de cette partie du Sri Lanka. Si à première vue, la vie semble s'écouler au rythme paisible d'une grosse ville de province, en réalité, un vent de vitalité souffle sur la région de Jaffna. Gelax fait partie de cette génération de jeunes entrepreneurs qui tirent profit du retour de la paix. Je suis pieds nus parce que mes ancêtres faisaient ça. C'est pour respecter la terre et pour les récoltes. Si mon père vous voyait, il vous engueulerait à coup sûr. Gelax est issu d'une famille de maraîchers. En ce moment, c'est la récolte d'une des spécialités de la région. Ils sont bien ces oignons. Quand est-ce que tu les as sortis? Il y a 5 ou 6 jours. Et s'il pleut, c'est un problème? Non, c'est pas un gros problème. Les oignons ne vont de toute manière pas rester longtemps dans le champ. Le cours vient enfin d'atteindre les 50 centimes du kilo. Décision est donc prise de vendre. Avant que le pays ne retrouve son unité, Gelax se contentait de vendre sa production sur les marchés locaux. 46. 47. Les producteurs, on s'en sort bien. Avant, c'était dur. L'ouverture de la frontière nous a fait du bien. On peut bien exploiter la terre maintenant et la valoriser. La terre de Jaffna, c'est comme de l'or pour nous. Dans quelques heures, les Sri Lankais de toute l'île pourront se ruer sur l'or de Jaffna. Pendant que certains veulent exporter, d'autres rêvent d'importer à Jaffna des touristes. C'est le cas d'Ashanka. Ce jeune agent touristique est originaire de Colombo et c'est la 2e fois seulement qu'il se rend dans le nord. J'ai fait les études d'histoire, la géographie, les choses comme ça. Donc je connais la note aussi, mais avec les livres. Donc aujourd'hui, c'est pour voir avec mes yeux. Le jeune homme travaille pour un grand tour opérateur.
Pendant 3 jours, il a pour mission d'explorer le nord à la recherche de sites et d'infrastructures qui pourraient séduire les futurs voyageurs. Il a entendu parler de ces chambres d'hôtes sur la route de Jaffna, mais il veut en juger par lui-même. Moi, je lui ai dit aussi, c'est bien s'il peut mettre un mousquetaire, sinon je peux imaginer avec la forêt, dans la nuit, il y a des moustiques, donc c'est mieux de mettre un mousquetaire là-bas. Pour le propriétaire, cette visite est un bon présage. Le boom touristique à Jaffna n'a pas encore commencé. Les guides touristiques ont encore peur de venir ici, parce qu'ils ne sont pas habitués. Et à Jaffna, ils n'ont pas l'habitude de recevoir des touristes. Le Sri Lanka attire environ 2 millions de touristes par an, mais le Nord ne fait pas encore partie de leurs habitudes. Pourtant, la région regorge de trésors. Ici, c'est un petit temple hindou et également c'est l'endroit où les gens ils entrent pour la péninsule de Jaffna. Donc toujours, la majorité des personnes, ils prient ici, ce temple Ganesh, pour protéger et on peut entrer à Jaffna. En bon agent de tourisme, Ashanka pense à tout. Il imagine déjà qu'après avoir visité le temple, les routards auront faim. Bonjour. On veut savoir si on peut amener nos clients dans votre restaurant, parce qu'il y a le temple juste à côté. Ça, c'est du riz blanc. La réponse est positive, mais il faut quand même vérifier un point important. Ce buffet-là, est-ce que c'est épicé? Oui, c'est épicé, c'est pour les Sri Lankais. Si on vous demande, vous pourrez faire un repas sans épices? Oui, on peut. Conscience professionnelle oblige, il faut goûter. C'est super bon, mais c'est fort. Si les touristes mangent ça, ils vont s'enfuir. Ashanka va poursuivre sa mission d'exploration pendant 3 jours encore. Le retour des touristes dans cette région sera un signe de plus que le Nord est sur la bonne voie. On va remonter vers le nord. Tu fais un petit bout de chemin avec moi? Ouais. Allez, tu viens? Le bus va partir dans 2 minutes. Comme tu peux le voir, on a des places réservées au clergé. Est-ce que tu fais partie du clergé? Ah non. Non? Mais c'est sérieux en plus. Mais oui. On y va, Sophie? Parti. C'est parti. Il y a une spécialité quand même, c'est quand des fois ils tombent en panne au milieu de nulle part. Si tu tombes pas de bord de la plage, je l'ai dit, ça peut être sympa de faire une petite escale à la plage. Je vais demander au contrôleur quand même si on risque rien. C'est sûr de voyager en bus, il n'y a aucun risque? Si on a un problème de bus, celui-ci s'arrête et on prend celui d'après. S'il y a un accident pendant la route, nous accompagnons le passager à l'hôpital et nous lui payons les soins. Ça, c'est pas un bus privé. C'est un bus du gouvernement qui permet d'aller de village en village. Le gouvernement propose des tickets allant de 9 à 12 roupies. C'est un tarif convenable. En fait, le gouvernement propose des tickets pas chers pour aider la population à se déplacer avec le budget de chacun. Les femmes enceintes, les religieux, les professeurs, les étudiants et les travailleurs utilisent ce bus. Et toi, tu viens d'où? La France, très jolie. Vous connaissez mon pays? Oui, je connais. Et ici, c'est très beau. Vous avez un très beau pays. Oui, les gens ici sont très gentils. C'est un melting pot de Tamouls, de musulmans et de chrétiens. On a connu des difficultés de cohabitation, mais aujourd'hui, tout va bien. Les Tamouls, les Singalais, les musulmans et les chrétiens sont tous amis maintenant. Et vous, vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Moi, je suis catholique. Yes. Merci beaucoup, hein. Bye bye. Thank you. Bye bye. Il veut me garder avec lui. Il veut me garder avec lui. Bye bye.
Bon, bah, c'est ici que nos routes se séparent, Sandrine. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'ici. Hein. Je t'en prie, c'était un plaisir de te recevoir. Et donc, je sais maintenant où loger quand je vais au Sri Lanka. Voilà, c'est ça. En bord de mer, chez toi, dans ta belle maison. Pas de souci. Prends bien soin de toi, en tout cas. Merci. À bientôt. C'est par là. Tout va bien. Salut, Sandrine. T'as vu, c'est toi? Regarde. Ah, petite tête de chat. Oh, bananka! Jaffna, terminus du train. Comment vas-tu? Allez, je t'embrasse. Ravie de te rencontrer. Mais moi aussi, j'ai fait un long voyage pour te rejoindre ici à Jaffna. Oui, c'est un long trajet jusqu'ici. Viens. Nous allons prendre un taxi. Ah, le tuk-tuk de Jaffna. Tu vois, Jaffna est une ville qui m'intrigue. Elle est assez méconnue, hein. On connaît surtout le sud du Sri Lanka. Mais là, Jaffna, au nord, je suis ravie d'être ici, de visiter avec toi. Tu es une jeune étudiante, toi, ici? Oui, je suis étudiante en droit ici. Je n'étudie pas aujourd'hui, car j'ai passé mon dernier examen hier. Ouais. Comment tu décrirais, toi, cette ville? C'est un peu comme la capitale du Sri Lanka. Elle est l'égale de Colombo. Une ville importante. À quoi ressemble la vie d'une jeune fille à Jaffna? Aujourd'hui, c'est différent. Je me souviens, à 7 ans, je suis arrivée à Jaffna depuis Colombo et j'ai ressenti toutes les contraintes sécuritaires, les difficultés liées à la guerre. Depuis la fin de la guerre, tout est enfin pacifié et on a plus de liberté. Avant, on devait montrer nos pièces d'identité partout où on allait. Maintenant, ça n'est plus nécessaire de la montrer systématiquement à la police. Parce qu'il n'y a plus besoin d'autant de contrôle de sécurité depuis la fin du terrorisme. Et tes amis alors? Tu n'as que des amis tamouls ou peu importe leur culture, leur religion, maintenant tu es amie avec tout le monde, toi? On ne se demande jamais nos origines quand on se rencontre et c'est une bonne chose. Il y a une vraie fraternité. On ne demandera jamais d'où viens-tu, où es-tu né. C'est très cordial, personne ne te jugera selon la réponse que tu donnes. C'est bien. J'aime le Sri Lanka et le Sri Lanka va bien, il est en paix maintenant. Ah, salut la vache, priorité aux vaches. C'est normal de voir une vache comme ça. Oui, tout à fait normal. C'est une habitude. Jaffna, ça n'est pas encore la limite du Sri Lanka. Pour toucher aux confins de l'île, il faut justement prendre la mer. Mais pas sans quelques précautions. Ce bateau, c'est mon outil de travail. Alors avant de partir, je mets des fleurs sur mes icônes pour être protégé pendant la traversée. Cap à l'ouest, vers les quelques îlots blottis dans le détroit de Palk, entre Inde et Sri Lanka. Un seul bateau assure la liaison quotidiennement. Après une heure de traversée, on touche enfin au but. L'île la plus éloignée de la côte, Delft, comme l'ont appelé les colonisateurs néerlandais qui s'y installèrent au XVIe siècle. La première vision qui s'offre aux visiteurs, c'est celle des tuk-tuk et de leurs chauffeurs venus attendre le débarquement des passagers.
Vous êtes tout ça? Oui. Ok, allez-y, montez, montez. Sur l'île, peu de routes carrossables, encore moins de voitures. Alors, pour explorer les 50 km² de Delft, on choisit finalement Chandra. 37 ans qu'il vit ici. C'est une petite île. On fait partie du district de Jaffna. Mais la différence, c'est qu'ici, il y a moins d'infrastructures qu'en ville. Il y a 1500 familles sur l'île, 4700 habitants en tout. Et la ressource principale, c'est la pêche. Mais il y a aussi un peu d'artisanat. Ça nous permet d'améliorer considérablement le quotidien. À Delft, le temps semble s'être arrêté. Marie est femme de pêcheur. Elle récupère les feuilles de palmier séchées pour faire, comme lui a appris sa grand-mère, un peu de vannerie. Pour obtenir les feuilles rouges, il suffit de tremper les palmes dans la peinture. L'un des traits les plus insolites de Delft, ce sont ces murets qui sillonnent toute l'île. Ils sont fabriqués à partir de coraux fossilisés que l'on trouve partout dans le sous-sol. Malgré l'isolement, les habitants revendiquent la quiétude que leur procure l'insularité. Le Nord, aujourd'hui, c'est une vie plus calme que partout ailleurs. Pour faire le plein, Chandra s'arrête d'ailleurs dans l'un des rares commerces de l'île. Une sorte de multiservice qui fait à la fois épicerie, couture et station-service. C'est difficile de trouver de l'essence. Si le bateau ne vient pas, on n'est pas ravitaillé. Et dans ces cas-là, on n'a qu'à rester à la maison. L'autre carburant de l'île, on le trouve en forêt. Ici, on appelle ça du toddy. C'est le vin de palme. C'est un alcool qui se fabrique naturellement. C'est pas nous qui le fabriquons. Et comme c'est naturel, ça ne saoule pas. On le boit juste parce qu'on a soif. L'ascension est périlleuse, mais la recette est simple. Il s'agit de récolter la sève du palmier. Le rôle du toddy-tapeur, celui qui récolte, c'est d'inciser plusieurs fois par jour le palmier pour qu'il continue de saigner. J'ai pas peur. J'ai l'habitude de monter. Alors je suis pas inquiet. Deux heures à peine après la récolte, la sève atteint déjà 4 degrés. Au bout de 3 jours, le vin de palme tire allègrement à 12 degrés. Mais après, il deviendra trop acide pour être consommé. Pour découvrir l'un des secrets les mieux gardés de l'île, il faut reprendre la route et s'éloigner un peu plus des rares habitations. Au départ, à l'époque des Hollandais, ils avaient amené 2 chevaux sur l'île. Et ces chevaux se sont reproduits. Aujourd'hui, il y a 400 à 500 chevaux sauvages à Delft et c'est devenu l'attraction principale de l'île. Les gens viennent de très loin pour voir ces chevaux. Actuellement, seule une loi interdit d'emmener ces chevaux hors de Delft. Le ministère de la Faune réfléchit à créer un sanctuaire pour ces chevaux et préserver ainsi le caractère sauvage de l'île. C'est le temple du dieu Murungan, qui est le plus riche des dieux. On le célèbre pendant 25 jours.
Ce temple est très connu à Jaffna et dans le monde entier. Il a été construit par des rois d'Asie pour les hindous. Tu viens souvent, toi, au temple? C'est un moment important pour toi? Oui, je viens souvent depuis mon enfance, avec ma mère, qui elle aussi aime venir ici. C'est un endroit à la fois paisible et en même temps agité. Ah oui? Parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Mais tout le monde vaque à ses occupations tranquillement. Certaines personnes prient de cette manière. Regarde. On appelle ça le Netikaran, c'est-à-dire qu'il donne sa force au Dieu et lui demande son aide et sa bénédiction. Tu sais, c'est assez pénible car il doit faire cela tout autour du temple. Alors je vois que les femmes ont des saris très colorés et que certains hommes se baladent torse nu. Ça aussi, c'est la tradition? Dans la tradition tamoule, les femmes portent toutes le sari et les hommes doivent enlever leur t-shirt. S'ils portent le t-shirt dans l'enceinte du temple, ils seront punis par le département du culte, par l'autorité religieuse. Il y a une caste qui s'appelle les brahmis, une caste supérieure qui reste toujours dans le temple. Mais ici, ce sont des gens normaux qui prient les dieux, leur donnent leur force et recherchent la bénédiction des dieux. Et ils leur font des offrandes. Vache! Oh, il est accroché à... Ça s'appelle le Pawotaviri. Ils répètent « Erochala, Erochala » sans discontinuer. Et ça leur permet d'oublier leur douleur. Pourquoi il fallait casser la noix de coco, Gaïa? C'est une bonne offrande à notre Dieu. Hindou, bouddhiste, il existe des milliers de temples au Sri Lanka. Mais le plus impressionnant reste Sigiriya. Un rocher de pierre rouge de 370 mètres de haut. Un site imprenable transformé en citadelle au 5e siècle. Son histoire, c'est l'histoire d'une ascension. L'ascension d'un roi, Kasyapa, qui n'hésite pas à tuer son père pour prendre le pouvoir. Pour couronner son règne, il se fait construire un palais au sommet du rocher. Premier exploit, avoir dompté la végétation et transformé la forêt en de vastes jardins symétriques. Le Sri Lanka, à l'époque, était un royaume, avec une effervescence qui a permis de façonner ce site exceptionnel. Il faut imaginer, très puissant, le roi a réuni tous les artistes du pays, hydrologues, architectes, jardiniers, pour créer le spectacle grandiose qui s'offrait aux visiteurs de l'époque. Ces jardins sont considérés comme parmi les plus anciens d'Asie. Après avoir traversé les jardins, c'est l'ascension qui commence. 800 marches pour environ 1 heure de montée. Mais à mi-chemin, une première récompense attend les visiteurs. Le joyau de la peinture sri-lankaise. Les portraits de 21 demoiselles qui, malgré leurs 1500 ans, sont extrêmement bien conservés. Elles ont été découvertes par les Anglais en 1831. On ne sait pas réellement ce qu'elles représentent. On pense qu'elles sont de la famille royale. Accompagnées de quelques servantes, elles se dirigent toutes dans la même direction, vers le temple, qui se trouvait un peu plus loin. Les femmes portent des offrandes. Ce n'est pas une peinture religieuse à proprement dit, mais une fresque en l'honneur de Bouddha. Puis arrive le sommet à 370 mètres, avec une vue à 360 degrés sur la jungle alentour. Des 15 000 mètres carrés d'origine, il ne reste plus grand-chose du palais. Tout ici montre la mégalomanie de ce roi. Il voulait une citadelle imprenable. Mais le destin l'a rattrapé et il n'a finalement régné que 18 ans, chassé par son frère qui était venu venger son père. Le roi déchu, le site fut transformé en temple, puis abandonné, laissant la nature reprendre ses droits. Bus. Merci.
T'as eu peur? Voilà ma maison. Ton papa est dans le jardin aussi? Oui, il arrose toujours les plantes. Il adore s'occuper du jardin. Voici mon amie Sophie. I'm Sophie. Nice to meet you. Bienvenue, rentrez. Très bien. Merci. Hello, welcome. Nice to meet you. I'm very happy to see you. How are you? You're fine? Yeah. Welcome. My name is Sophie. Je m'appelle Khalidra. Hello, and you? Je suis Nila. Nice to meet you. Je t'en prie, entre. Elle est très élégante, ta maman. Je suis très heureuse d'être ici, chez toi. C'est une maison qui appartient à ta famille, là, ici, depuis longtemps? Elle a été construite il y a plus de 200 ans par le grand-père de mon père, qui était avocat. C'est un endroit superbe et j'aime beaucoup y vivre. J'ai beaucoup de chance. Ta maman, elle porte vraiment bien le sari. Tous les jours, elle porte des saris traditionnels. Laundry. Tu vois, quand je bois du thé ici au Sri Lanka, je pense à l'ex-Ceylan, c'est un peu synonyme de thé. Oui, c'est normal. Dans notre pays, nous avons une grande variété de plantes de thé. Tu sais, ici, nous avons de grandes plantations de thé. Et nous pouvons récolter les plantes qui nous servent à faire les thés. Notre thé est très connu en Angleterre. Le thé sri-lankais est très important ici. Il est très bon. Le café aussi, toutes ces plantes sont importantes ici. Elles sont exportées dans d'autres pays. Toi, tu penses rester vivre ici longtemps? Tu attends d'être mariée pour quitter la maison? Je n'ai pas encore de fiancé, donc je vis encore chez mes parents. Quand je serai mariée, j'irai vivre dans une autre maison et une autre famille. Ce sera dur de quitter ma famille. Ça sera difficile. Le mariage, c'est comme si on offrait notre fille à la famille de son mari. Ça devient leur propriété. Ça fait mal au cœur, mais c'est notre culture. Un jour, elle aura un enfant, mais ça nous fera plaisir. C'est la vie. Hé, femme! Veux-tu m'épouser? Ah, te voilà, ma belle. T'es belle comme tout. On est habillés comme pour un mariage, hein? Oui. Tu connais un peu, toi, l'histoire et la tradition du sari? Tu sais d'où ça vient? C'est une tradition qui vient de l'Inde. La majeure partie de la population tamoule vit en Inde. C'est donc une tradition tamoule puisqu'on l'a adoptée. On n'a pas toutes le même bindi là sur le front. Qu'est-ce que ça signifie? Le bindi de ma mère est rouge car elle est mariée. Le mien est noir car je ne le suis pas encore. D'accord. Et le tien est rouge. C'est très beau. D'accord. Et je suis mariée donc. Merci mille fois en tout cas de m'avoir permis de porter un sari. Hein. J'étais ravie d'être avec toi en tout cas, ma chère Gaïa. C'était un plaisir. Il était une fois un domaine où les arbres sont rois, où les plantes sont reines et où les hommes sont leurs serviteurs. Le jardin de Peradeniya est le plus grand du pays et de loin le plus ancien. Il a été créé en 1370 par un souverain sri-lankais. Au XIXe siècle, le colonisateur britannique est arrivé, l'a adoré, l'a agrandi et l'a même renommé. Aujourd'hui, le Royal Botanic Garden attire près de 2 millions de visiteurs chaque année. Nous, on est là pour s'amuser en famille. On vient ici pour connaître un peu les plantes et profiter de ce parc. C'est très agréable. Ce qui impressionne d'abord le promeneur,
c'est le gigantisme des végétaux. Qu'est-ce que tu aimes? Les arbres. Nous, on vient ici pour voir une grande variété de plantes. Il y a des plantes que je n'ai jamais vues dans mon village. On voit plein de choses regroupées en un seul endroit. Bambou géant, coco des Seychelles pouvant peser jusqu'à 5 kg. Les 4000 espèces de végétaux recensés s'épanouissent sur les 60 hectares du jardin. Pour s'occuper de ces belles plantes, une armée de jardiniers. Ils sont plus d'une centaine à s'activer tous les jours. La plupart sont des généralistes, mais il existe aussi quelques spécialistes. C'est le cas de Bandula et Verachingue. Ils s'occupent uniquement de l'entretien des arbres. Vas-y, attache-moi bien. Quelle que soit la taille du patient, ils prennent toujours les mêmes précautions. Même si c'est un arbre qui fait 45 ou 60 mètres, on procède de la même façon. On monte toujours avec ce même équipement pour élaguer ou pour traiter les arbres. Avant de faire de l'ombre aux visiteurs, la plupart des végétaux ont commencé leur vie à l'abri des regards, ici, à la nurserie. Moi, je suis la base du jardin. C'est ici que tout commence. Je fais pousser les graines et c'est moi qui produis toutes les plantes que vous voyez ensuite dans le jardin. Cette année, Vijay Sundara fête ses 30 printemps au jardin. Des années au cours desquelles il a donné vie à des dizaines de milliers de rejetons. Ce que nous produisons, la pépinière, c'est soit planté dans le jardin, soit vendu à la boutique. Les bénéfices servent à entretenir le jardin. À Peradeniya, il y a un passage obligé pour les visiteurs. Le bouquet final, c'est la maison réservée à la reine des fleurs, l'orchidée. Ce parfum. Arya veille sur ces orchidées dont la collection est réputée dans le monde entier. Des belles aussi colorées que fragiles. Voilà le mélange. Un peu d'écorce de coco, de la tuile et du charbon. C'est comme ça qu'on le fabrique. On met ça pour garder l'humidité. Quand on arrose, il ne faut pas que l'eau reste, sinon la plante va pourrir. Pour toutes, c'est la même chose. Il existe près de 185 espèces d'orchidées au Sri Lanka, dont 75 sont indigènes de l'île. Ça, c'est une orchidée endémique du Sri Lanka. Elle s'appelle Cymbidium. J'en prends soin avec passion. C'est pas parce que celle-là, elle est jolie, que je vais lui faire un traitement de faveur par rapport à celle-ci. Elles ont toutes le même traitement. On doit les protéger, alors on s'en occupe de manière égale. Ce jardin est bien la preuve que le goût des belles choses est une valeur partagée par beaucoup. Créé à l'origine pour le bon plaisir d'une cour royale, il fait aujourd'hui le bonheur de tout le monde. Le nord du Sri Lanka donne au voyage de Sophie un petit parfum d'aventure. C'est parti, je lâche. Un pays qui se reconstruit. Ok. On ne se demande jamais nos origines quand on se rencontre. C'est une bonne chose. Une génération qui se réapproprie sa culture.
Je vais cuisiner ce poisson façon pimentée, au curry et lait de coco. Et puis c'est vraiment un contact privilégié avec les locaux. Hein. C'est sur la presqu'île de Kalpitiya que Sophie va conclure ses échappées belles. Un paradis pour ceux qui savent apprivoiser les éléments. Contrôle, le gauche et le droit. Tu sens ça? Ah oui, Salut Sophie. Je suis Dil. Salut Dil. Ça fait longtemps que tu es à l'arrêt de bus? Non, non, ça va, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, 10 minutes et nous serons au camp. Ok. Dil, je suis vraiment contente d'être avec toi parce que j'avais très envie d'explorer la côte ouest de l'île. J'ai pas choisi cet endroit par hasard parce que je sais qu'ici à Kalpitiya, on est vraiment dans une zone très préservée, très nature. Oui, Kalpitiya était située à la frontière de la zone de guerre. Elle n'a pas été touchée directement, mais ça limitait le tourisme ici. C'est seulement 5 ou 6 ans après la fin de la guerre que le tourisme a commencé à s'implanter ici. Et le kitesurf, on l'a apporté ici il y a 2 ans. Et ça a changé le village, complètement. D'un petit village de pêcheurs, c'est devenu un endroit en développement. Et j'ai entendu parler d'un Français, Léo, c'est ça, qui s'est installé ici, c'est un copain à toi? Léo et moi, nous sommes amis depuis plusieurs années. On s'est associés et on a démarré le kitesurf au Sri Lanka. On a créé Kitesurf in Sri Lanka, la plus grande entreprise de kite du pays. Nos vies ont changé du tout au tout. On est passé des costumes cravates et chaussures de ville aux tongs. C'est génial. Merci Dil. Bienvenue au camp. On se voit plus tard. Léo est juste là. Ok, merci. Salut. Hey, salut. Moi c'est Sophie. Et Léo, enchanté. Salut. Alors c'est toi le petit Français qui est venu réaliser un rêve ici à Kalpitiya? Ouais, c'est bien moi. C'est bien moi. C'est joli comme tout. Je te fais faire un petit tour du camp. Allez. T'as dû rencontrer Dil, mon partenaire? Eh ben oui, il est venu me chercher là tout à l'heure. C'est avec lui que t'as créé tout ça, alors ici? Ouais. On a démarré, on a loué une petite guest house à côté. Et puis voilà, on a eu un peu de monde. Et après, on a acheté le terrain. Et puis d'année en année, on a commencé par quelques bungalows. On a une vingtaine de bungalows. Ouais, c'est chouette. Resto, l'école de kite. Et je vois qu'il y a des cocotiers partout. C'était une plantation de cocotiers avant ici? Ouais, c'est une cocoterie. 120 cocotiers sur le terrain. Et du coup, t'as déjà fait du kite, première fois? Oui, je suis vraiment niveau 0. Je crois que j'ai vraiment tout à apprendre au niveau du kite, mais là... On a l'habitude, on n'a que des débutants qui viennent. Bon. On a tout niveau. On donne des cours de débutants à experts. Très bien. Donc on a démarré avec les 4 bungalows ici, le grand toit, la cuisine. Et après on a rajouté les tentes. Ah ouais, vraiment. Et quand tu n'es pas ici, alors tu as encore des racines en France? Moi j'habite la moitié de l'année en France, donc à Pontarlier. Je fais pas mal de snow kite. Même sur la neige, ça fonctionne partout, sur la neige, sur l'eau, sur terre.
après, je vais te présenter à Michi. Donc, c'est Michi, le manager de l'école. C'est lui qui va s'occuper des cours de kite demain. Et après, tu vas rencontrer un peu toute l'équipe Tikiri. Il est chouette comme tout, ce bungalow. Après, on utilise pas mal de matériaux local. On va peut-être mettre le camp avec des panneaux solaires l'année prochaine. Donc, on essaie au maximum de s'intégrer dans le paysage et de faire vivre les villageois autour de nous. Ça crée une économie locale. On est vraiment bien accueillis ici. Et tu fais travailler combien de personnes, de façon directe ou indirecte? On a à peu près une 50aine de familles en direct et je pense à plus d'une centaine de familles en indirect. Ah, c'est chouette. Je m'installe et je te retrouve un peu plus tard. Ça marche, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu bois? Je bois un jus de citron vert. Tu en veux un? Ah ouais, bonne idée. Ah, c'est super gentil. Merci beaucoup. Si tu regardes cette carte, on est juste dans le coin, ici. Donc ça fait vraiment une presqu'île, là, ici. C'est ça. C'est le plus grand lagon du Sri Lanka. Et bien sûr, il y a la jungle. C'est une faune et une flore très riches. J'imagine que c'est important aussi pour vous de respecter vos voisins, les villageois, les habitants. Alors ici, on se balade en maillot de bain, en tenue légère parfois. Quand vous allez à l'extérieur, tu demandes aux gens de faire attention, de mettre une chemise ou un foulard? Oui, c'est le cas. Le respect des cultures est important. Mais les villageois savent aussi s'ajuster au tourisme. Ils ont un accès à Internet, accès aux médias. Ils ont conscience de ce qui se passe à l'extérieur du pays. Mais garde en tête que ce village a beaucoup changé depuis 4 ans avec le tourisme. On a refait la route et de nombreuses petites boutiques se sont implantées. Je serais ravi de te montrer ça. Ouais! Bravo! Voici notre nouvelle route. Ils l'ont construite il y a 3 ou 4 ans. Avant, il n'y avait pas de boutique ici. Maintenant, beaucoup se sont développés. C'est grâce à la construction de cette route qui a facilité l'accès à la ville et l'implantation d'industries et de business dans la zone. Alors, le tourisme, l'exploitation d'un noix de coco et quelques pêcheurs, ce sont les activités principales ici? Oui, à Kalpitiya, la principale activité est la pêche. À quelques dizaines de kilomètres au sud de Kalpitiya, la ville de Negombo. Chaque matin, c'est comme si la mer s'était vidée de ses poissons sur les étals des commerçants. 200 roupies le kilo de sardines. 200. Du plus petit au plus gros, on trouve de tout sur ce marché aux poissons célèbre dans tout le Sri Lanka. Moi, je m'occupe de couper les gros poissons. Je vends du poisson frais. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez du poisson aussi frais. Je fixe mon prix en fonction de la demande. Même les autres tout autour de nous n'ont que du poisson frais. Les bateaux arrivent juste là et nous les ramènent directement. Entre la mer et le marché, il n'y a qu'une 50aine de mètres. Une bande de plage transformée en séchoir à ciel ouvert par les femmes de pêcheurs. Une fois secs, poissons et céphalopodes pourront être vendus dans tout le pays. Il n'y a pas que pour son marché aux poissons que la ville est célèbre. Les pêcheurs de Negombo sont connus pour leurs bateaux traditionnels, les fameux Orua. Est-ce que c'est bon? Allez, pose-le dessus. Mohamed est le capitaine de l'un d'entre eux. Attache la corde là-bas. Tu tires et tu l'attaches. Ok, je vais le faire. Enlève ta main. Ce système n'existe nulle part ailleurs au Sri Lanka. Ça n'existe qu'ici, à Negombo. Il n'y a aucun clou. Tout est attaché avec des cordes. Tout est naturel.
Et ce système artisanal, c'est très efficace. C'est un peu comme l'amortisseur d'une voiture. Dans les vagues, ça va amortir. Et même si la vague frappe le bateau, même fort, ça ne cassera pas, il va juste bouger. Allez, pousse! Encore! Poussez! Poussez! En tamoul, ces bateaux s'appellent katamaram, ce qui veut dire bois lié, et qui a donné le mot catamaran. Car une fois en mer, le flotteur donne l'impression d'être une deuxième coque. Et la similitude ne s'arrête pas là. Comme son homologue moderne, le catamaran sri-lankais est un bateau qui peut être très rapide. Quand il y a du vent, ce type de bateau peut monter à 10 km/h. S'il n'y en a pas, c'est plutôt 2 ou 3 km/h. Mais quand ça souffle fort, ça peut aller vraiment très vite. La coque, autrefois en bois, est aujourd'hui fabriquée en fibre de verre, mais elle est toujours aussi étroite et profilée. Et pour aller plus vite, les pêcheurs de Negombo ont une astuce. Ils arrosent la voile. Le sel bouche alors les pores du coton et le tissu prend mieux le vent. C'est une mauvaise pêche. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Parfois, on sort 10 ou 15 kilos. Et cette fois, il y a peut-être 1 kilo. Comme les poissons, les catamarans traditionnels ont tendance à se faire de plus en plus rares dans la mer des lacs d'Ive entre l'Inde et le Sri Lanka. De retour de pêche, les dégâts sur le bateau peuvent être nombreux, mais les marins arrivent à réparer eux-mêmes. Notamment la voile, c'est la partie la plus fragile du bateau. C'est pour la renforcer qu'elle est teinte. Au cours de sa vie, elle sera rapiécée et recousue un nombre incalculable de fois jusqu'à ressembler à un patchwork géant. Mais lorsque les dégâts sont plus importants, il n'y a qu'une solution, et elle s'appelle Anthony Frenado. Vas-y, décale-le un peu. Encore un peu vers moi. Encore. Depuis plus de 30 ans, il panse les plaies des catamarans sur le port de Negombo. La raison, c'est qu'il y a eu trop de vent. Ils ont perdu le contrôle du bateau. Le bateau s'est soulevé et s'est renversé. Ça s'est passé comme ça. C'est comme ça que ce bateau s'est retrouvé en miettes. C'était un gros accident. Ça aurait pu être mortel. Ils l'ont échappé belle, mais grâce à Dieu, ils ont tous survécu. D'ailleurs, celui qui l'aide aujourd'hui, c'est l'un des survivants, le capitaine du bateau. On va tout réparer d'ici 2 jours. Dimanche, on termine de tout attacher. Et lundi, on repart au boulot. S'il l'aide, c'est pour que les réparations aillent plus vite. Mais c'est aussi parce qu'Anthony n'a plus d'apprentis. Avant, ils étaient 4 comme lui à réparer ses bateaux. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 à Negombo. À l'heure actuelle, les métiers de la pêche sont en baisse. Être pêcheur, ça ne nourrit plus une famille. Il y a de moins en moins de ressources, de moins en moins de poissons. Nos enfants ne sont pas intéressés par ce métier. Même mes propres enfants ne sont pas intéressés par ce métier. Ils ont préféré quitter le pays. Les pêcheurs qui restent privilégient aujourd'hui les bateaux modernes, des monocoques en fibre de verre et à moteur. En 30 ans, le nombre de rouas a été divisé par 2 dans le port de Negombo. Il en reste une 50aine. Les futures générations ne verront peut-être jamais flotter les voiles ocre des catamarans sri-lankais.
retourne sur les bancs de l'école, Dilly? C'est l'école locale du village des pêcheurs. C'est un endroit très pauvre. Cette école est une maternelle que nous aidons avec des amis depuis quelques années déjà. Des crayons, des cahiers, vous avez plein de cadeaux pour les enfants. On aime aider les enfants et leur apporter les bases de travail pour apprendre. Nous allons arriver et leur faire une surprise. Alors quel âge ont-ils? Ils ont entre 3 et 5 ans. Good morning. Good morning. Voici Madou, le professeur. Elle est du village et enseigne depuis des années. Qu'est-ce qu'ils sont sages, tous ces enfants. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Ah, très bien, c'est la rentrée. Oui. Nous allons maintenant distribuer les livres d'art et le matériel, et on aidera les enfants. D'accord. Prends 5 minutes pour faire connaissance avec eux, et ils deviendront tes meilleurs amis. Can I help you? J'ai ce petit poisson. Vas-y, tu veux essayer tout seul? Vas-y, vas-y. D'accord, et j'ai 2 attailles là? C'est les mêmes? Attaille et attaille. Attaille, c'est ça. C'est subtil. Et votre présence ici avec Léo ne se résume pas qu'à votre campement de kitesurfer. Hein. Vous voulez vraiment jouer un rôle auprès de la population locale? Beaucoup de ces enfants ont des pères pêcheurs qui ont des faibles revenus. Ah, c'est pour ça. Parfois même moins d'$1 par jour pour toute la famille. Cela les empêche de payer des frais de scolarité normaux. Dans ces familles, l'éducation n'est donc pas une priorité. Ils préféreraient qu'ils travaillent. Mais tu sais, l'éducation est essentielle pour aider au développement de chacun et pour faire évoluer une communauté. Pour nous, l'éducation est la clé. Et on se concentre beaucoup là-dessus. Recruter des enseignants, trouver des locaux, aider ces infrastructures. On souhaite faire évoluer ce village pour le meilleur. Quand on a lancé l'entreprise, c'était déjà notre ambition. Non seulement faire partie de cette communauté, mais également d'y insuffler un changement positif. C'était vraiment notre volonté au départ. C'est bien tout ce que vous faites pour eux, vraiment. D'accord. Il y avait des gros crocodiles et des orang-outans. Il y avait des chats, des rats et des éléphants. Il ne manquait personne, mis à part la licorne. Okay. Keep your back straight. Exhale. Inhale. Release your stomach. Exhale. One more deep inhale. And exhale. Reste relax avec le main pour trouver le point de pression. Okay. C'est des rafales très fines. Contrôle le gauche et le droit. Tu sens ça? Ah oui, je sens. Si tu lâches un petit peu, tu as perdu le temps de tension, mais tu peux dire aussi de vitesse. Mais là, une rafale, reste relax. Reste relax avec le main. Et maintenant, tu vois, si tu mets un petit peu de tension là, il monte. Si tu lâches, lâche la barre une fois complètement. Lâche tous. Lâche tous. Voilà. OK. Maintenant, la main gauche, juste la main gauche. Doucement, doucement. Un petit peu de tension juste sur la ligne rouge. Voilà. Arrête à midi. Oh, punaise. OK, j'ai compris. Voilà. Lâche la barre. Paf. Désolé. Pas de problème. Ça, c'est normal. Pour le débutant, c'est normal que ça se passe avec le premier contact. Pas facile, hein? C'est pas facile, hein?
Ah, c'est les erreurs de débutants, hein. Ah ouais, non, il faut quelques heures avant de prendre le coup. Ouais, tu crois que je vais pas pouvoir monter sur une planche tout de suite, hein? Ça va être compliqué, là, aujourd'hui. Ça va être compliqué, je pense. Ouais. On essaie encore. Ouais. Allez, je vous laisse faire. À tout à l'heure. Contrôle à midi, contrôle à midi. Très bien. Pas tomber en avant. Tu dois tomber pas en avant. Si tu tombes en dernier. Pas en avant. Hein? M'engueule pas. Tout va bien? Merci. Tu étais le superstar aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Oh, tu m'as un peu engueulé, hein, mais cela dit, t'avais raison. Hein. J'ai fait... Bon, j'ai pas été parfaite. Je n'ai pas gueulé. Non, non. Juste une voix très Ah, large. mais c'est ça. C'est normal, c'est le premier contact, c'est normal. Mais... Ah, c'était marrant, ça t'a plu? Ouais. Non, par contre, c'est vrai que les sensations sont très agréables. Tu sens qu'assez rapidement, tu peux te faire plaisir. C'est vrai qu'au début, c'est un peu ingrat parce qu'on n'a pas les sensations de glisse. Au bout de 3-4 jours, aussitôt qu'on passe le palier et de remonter au vent, on se fait plaisir assez vite après. Hein. En tout cas, on se sent bien chez vous. Je vais peut-être m'installer là, hein, dans mon petit bungalow. Tu es bien Hein, arrivé. On a de la place, pas de souci. Merci. Bienvenue. Elle existait déjà cette passerelle ou pas? Non, non, on l'a mise en place cette année. Là. Ah ouais? Mais tu rêvais, toi? Tu rêvais d'un endroit comme ça quand tu étais plus jeune? Tu avais déjà cette fibre-là, l'âme de voyageur? Moi, j'ai pas mal voyagé depuis que je suis tout petit. Il y a mon père qui a habité en Nouvelle-Calédonie, après à Bali, mes oncles qui habitaient aux Canaries. Du coup, j'ai toujours voyagé. Ça me perturbe pas plus que ça d'être au Sri Lanka. C'est un peu dans la logique des choses, au final. Ouais. Et quand tu dis « je vais à la maison », c'est où la maison, alors? Moi, la maison, 2 maisons, en fait. Hein. Maison en France et maison ici au Sri Lanka. Tu vois encore plus grand? Tu as envie de créer d'autres camps ailleurs? Là, ce camp-là est fini. L'année prochaine, on va avoir un deuxième camp de kite à 15 km d'ici. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de plus que ce que tu as maintenant? Ouais, je pense pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, la vie est belle. Hein. J'ai l'impression. Faut que ça continue comme ça. C'est clair. Nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est déjà la fin de nos échappées belles au Sri Lanka. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons nous retrouver très bientôt. J'étais vraiment très heureuse de découvrir avec vous le nord du pays. J'étais ravie de croiser la route de la jeune Gaïa qui représente pour moi l'avenir du Sri Lanka. Et je comprends pourquoi des Français comme Léo ou Sandrine se sont expatriés ici dans ce pays où il fait bon vivre. C'est vrai que le Sri Lanka est encore marqué par les stigmates de la guerre ou encore du tsunami. Mais je sens que ce pays est vraiment en train de panser ses plaies. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages.